Bonjour à tous, on est enchanté de vous accueillir pour ce webinaire dédié à la maladie hémorragique virale du lapin, qu'on appelle entre nous VHD ou RHD. On est avec vous pour environ 2 heures pour vous parler des actualités et du projet Survréci. Alors juste un petit point excusez-moi, je me remets en... Hop. Juste un petit point d'abord, un petit rappel pratique. On va vous demander de garder tous les micros et caméras fermés pendant les présentations. Si vous avez des questions, essayez de les marquer dans le chat. Vous pouvez les mettre même pendant la présentation dans le chat. Entre chaque présentation, on fera un petit point sur les questions pour vous donner un peu la parole aussi si vous souhaitez poser votre question en direct. Et vous aurez un moment dédié, en fait, des moments dédiés pour tout ce qui est questions. Donc, comme je l'ai dit au tout début, le webinaire est enregistré. Donc, vous pourrez le retrouver par la suite sur notre page, sur notre site Itavi. Et on vous l'enverra pour ceux qui étaient inscrits. Alors, juste pour vous dire un peu le programme du jour. Donc, nous avons invité Hélène Frances Kina et Sandra de Gascon-Torrens de IPRA qui vont nous faire une actualité sur la maladie hémorragique virale du lapin et sur l'évolution du virus et leur façon de s'adapter aussi au niveau vaccin. Et ensuite, nous aurons 3 présentations qui sont plus liées à l'étude Survréci. Une présentation de Ghislaine Legal sur l'enseignement du suivi génétique des virus RHDV2 dans le cas de récidive VHD en élevage. Ensuite, je vous ferai une présentation, donc moi, Amélie Chastagnier, sur les enseignements de l'enquête en ligne qui a été faite sur les cas de récidive dans ce cadre de projet Survréci. Et enfin, Adeline Huneau vous fera une présentation sur les enseignements qu'ils ont pu avoir sur l'enquête terrain des cas de récidive. Donc, je vais donner la main pour commencer à Hélène. Si tu veux bien. Oui, je vais arrêter le partage. Je partage mon écran. Alors, j'espère que ça fonctionne. Oui, très bien. Bien, donc moi je vais vous faire un petit point rapide sur les actualités de la maladie hémorragique du lapin, en commençant déjà par... alors, ça ne fonctionne pas déjà. Je n'arrive pas à passer les diapos. Voilà. Donc en commençant par un rappel sur le virus en lui-même, hein. Donc c'est un virus, c'est un calicivirus, hein, genre lagovirus, donc virus nu donc à ARN qui comporte une capside protéique qui protège donc l'ARN, composée d'une protéine qu'on appelle la VP60, ce qui est une protéine importante car elle lui confère son caractère antigénique et notamment elle va générer la production d'anticorps neutralisants chez l'hôte infecté. Cette maladie, comme vous le savez, touche les lapins et certaines espèces de lièvres et elle est hautement infectieuse, mortelle, car elle provoque une hépatite et des hémorragies des organes internes dues à une coagulation intravasculaire disséminée. Donc, ce virus est apparu dans les années 80 en Chine, hein, la première fois qu'on l'a isolé. Il s'est vite répandu, a gagné l'Europe via l'Italie. Et puis, donc ici, vous avez le premier cluster. Hein, là, ce sont des souches de RHD qui ont été isolées jusqu'en 2011. En vert, vous avez le premier cluster hein, sur l'arbre phylogénétique correspondant à ces virus dits classiques. Et puis, en 2020, en France, est apparu une nouvelle sorte de virus qui ne répondait pas à la vaccination, qui échappait complètement à la prévention par les vaccins qui existaient à ce moment-là. Donc on a étudié ces virus, on a constaté qu'effectivement il y avait eu des mutations et que vous voyez que génétiquement ils étaient vraiment différents avec un nouveau cluster en bleu
des virus initiaux. Ces virus, donc RHDV2 qu'on a baptisé ainsi, se sont vite répandus dans le monde, à partir de l'Europe, donc de la France en 2010, et ils ont gagné notamment les autres continents, le continent américain, avec une première détection à Québec en 2016. D'une souche qui était très proche d'une souche espagnole isolée en 2011 en Navarre. Elle avait 97% d'homologie avec cette souche. Elle s'est propagée dans tout le Canada par Vancouver. Elle a été retrouvée à Vancouver en 2018 et en Colombie-Britannique en 2019. Donc le Canada a décrété qu'il fallait vacciner pour contrôler l'épidémie. Puis les USA, bien sûr, ont été touchés plus tardivement, en 2020. Premier cas détecté en février 2020 sur un lapin de compagnie à New York. Bon, le virus a été très vite éradiqué puisqu'il s'agissait vraiment d'un foyer isolé. Mais quasiment concomitamment, en mars 2020, un nouveau cas a été détecté au Nouveau-Mexique, sans lien épidémiologique apparent avec le premier cas. Et ce virus s'est propagé petit à petit à d'autres États du sud des États-Unis, tels que l'Arizona, le Texas, la Californie, etc. Et malheureusement, il y a eu aussi une atteinte des lagomorphes sauvages sur ce territoire. Donc les États-Unis ont dorénavant recours aussi à la vaccination pour lutter contre cette maladie. Si on prend le cas de l'Australie, qui est un continent un peu isolé, sur lequel le lapin est classé nuisible. Donc en fait, l'État australien cherche à éradiquer cette espèce. Ils ont d'ailleurs introduit les virus de myxomatose et de VHD1 initialement pour éradiquer l'espèce lapin. Avec plus ou moins de succès d'ailleurs. Donc le VHD2 a été détecté aussi en Australie en 2015. Mais là, pas de plan de prévention, bien entendu. Et enfin, le pays le plus récemment touché avec cette nouvelle souche de VHD2, c'est l'Afrique du Sud, avec un premier cas détecté en 2022. Et le virus s'est rapidement propagé à la faune sauvage, d'où un plan de vaccination qui a été mis en place dans ce pays également. Donc, en ce qui concerne un petit peu l'étude de ce virus, le VHD2, si on reprend nous dans notre laboratoire d'analyse Diagnos, où on procède à des PCR, donc RT-PCR et un séquençage. Donc nous, on séquence uniquement le gène de la VP60. C'est pour ça que j'insistais un petit peu sur la structure de la capside virale, parce que c'est cette protéine qui est intéressante en fait d'un point de vue antigénique et diagnostique. Donc là, je vous présente un arbre phylogénétique des souches isolées jusqu'en 2023. Nous, notre constat, en fait, c'est que par rapport aux premières souches, entre guillemets, de VHD2 isolées dans les années 2010-2013, et la souche, notamment la souche française isolée en 2020, on n'a que 92% d'homologie génétique. On considère qu'on a deux souches similaires génétiquement si elles partagent plus de 95% d'homologie génétique. Alors pour info, les souches de VHD1 et VHD2, elles n'ont que 82% d'homologie seulement sur leur VP60 au niveau génétique. Donc à partir de ce constat, on s'est posé la question d'une mutation ou d'une évolution en fait du virus de VHD2 également. Donc ça, je laisserai Madame Le Gall Reculé en parler davantage et plus explicitement dans sa présentation. Alors on a au vu de ce constat quand même essayé de creuser un peu la question et on a
fait un essai, une étude en 2024 au sein d'IPRA pour essayer d'établir une sorte de profil clinique, puisque tous les témoignages de terrain nous disaient qu'on avait une augmentation de virulence ces dernières années sur les virus de VHD2 présents sur le terrain. Et donc effectivement, on a comparé une souche espagnole isolée en 2013 avec une souche, la souche française isolée en 2020. Et donc dans le groupe souche espagnole, on a inoculé 21 lapins en intramusculaire, et dans le groupe France, on a inoculé 20 lapins en intramusculaire également. Et on a pu constater qu'effectivement le taux de mortalité était significativement différent, avec 95% de mortalité pour la souche française, d'où cette question d'augmentation de virulence. Alors la prévalence du VHD2, vous le savez, le VHD2 a gagné le territoire complet, a effacé la présence du VHD classique, VHD1, notamment en France. Il n'y a plus aucun cas de VHD1 diagnostiqué à ma connaissance sur le territoire français ces dernières années. Et puis, si on en croit aussi les remontées de terrain, et notamment l'article de Lavazza et Capucci dans leur manuel de test diagnostic de 2021, il semblerait vraiment que on observe que les souches qui ont été détectées à partir de 2014 et 2015 montrent une plus forte virulence que les souches identifiées initialement en 2010, 2012, 2011. Voilà. Donc cette question d'évolution virale est vraiment au cœur de nos préoccupations actuelles. Alors, comment prévenir la maladie? Vous le savez, 2 piliers indissociables, l'hygiène et la biosécurité, et la vaccination. Effectivement, il n'y a pas de traitement à l'heure actuelle contre cette maladie. On est obligé de avoir recours uniquement à de la prévention sanitaire et médicale. Alors, je ne vais pas m'étendre beaucoup sur ces moyens de prévention, vous les connaissez déjà. J'ai pris l'exemple d'un élevage en système tout plein tout vide avec un bâtiment maternité, un bâtiment engraissement. On sait que la prévention sanitaire passe par le contrôle de nombreux paramètres, notamment des paramètres externes, tout ce qui va rentrer sur le site d'élevage et va pouvoir donc apporter le virus au sein de l'élevage. Donc tout ça, c'est à contrôler, bien évidemment. Un point particulier sur les nuisibles et les animaux sauvages. Et puis un certain nombre aussi de paramètres internes qui dépendent vraiment du fonctionnement de l'élevage et du travail de l'éleveur. La présence d'une quarantaine, le plan de vermifugation et de vaccination, ça en lien avec le vétérinaire bien sûr, plan de nettoyage des infections, et puis le recours à des analyses de laboratoire pour diagnostiquer le plus vite possible s'il en est besoin, la présence du virus sur l'élevage afin de réagir au plus tôt possible. Alors dans l'onglet vaccination, j'inclus aussi tout ce qui est méthode de vaccination, qui sont les bonnes pratiques vaccinales qui sont très très importantes pour avoir la meilleure efficacité possible. Alors, j'ai perdu mon petit... Voilà, hop, excusez-moi. Donc en termes de vaccination, nous avons à l'heure actuelle donc des vaccins inactivés. Alors les vaccins que j'appelle maintenant classiques, je mets entre guillemets, c'est-à-dire que les vaccins qui sont disponibles jusqu'à présent et qui que vous avez utilisés et qui ont montré leur efficacité, sont des vaccins qui ne peuvent pas être cultivés in vitro de toute façon et qui sont donc fabriqués en inoculant de façon expérimentale des lapins vivants avec un virus, une souche virale qu'on a sélectionnée pour sa capacité immunogène.
On extrait cette souche virale qui a été répliquée par les lapins à partir du foie des lapins. Après, par un procédé de macération, d'inactivation et de filtration, on va pouvoir récupérer des particules virales pures, hein, quasi pures, le plus pures possible. Elles sont bien entendu inactivées, hein, c'est-à-dire tuées pour ne pas être transmissibles, pour ne pas générer de maladie, et elles sont combinées avec un adjuvant afin de pouvoir être administrées en tant que vaccin aux autres animaux, aux animaux sains. Donc ça, c'est les vaccins, la fabrication des vaccins à l'heure actuelle. Mais maintenant, on a mis au point, alors quand je dis on, c'est différents laboratoires, des vaccins dits recombinants, qui ont la grande particularité d'avoir comme substance active des particules pseudovirales ou VLP, virus-like particles. Donc ces particules sont composées uniquement de la protéine VP60, qui est la protéine intéressante, hein, regroupées sous forme de petits globules, hein, les particules pseudovirales. Donc, elles ne contiennent pas de matériel génétique, donc elles n'infectent pas les animaux, elles sont inactivées, hein, par essence, et donc elles ne se transmettent pas non plus à d'autres animaux. Elles sont totalement inertes, contrairement à un virus de VHD classique. Alors, j'ai une petite vidéo à vous montrer sur le mode de fabrication de ces particules. Alors, on sélectionne sur une souche virale intéressante d'un point de vue antigénique le gène de la VP60 et on va l'introduire dans des levures, hein, dans le matériel génétique des levures. Donc, ces levures, en fait, en se multipliant, vont sécréter les protéines VP60 du virus sélectionné. Et elles vont le produire en quantité importante. Donc, une fois qu'on a laissé suffisamment multiplier ces levures, on va les éclater et on va pouvoir récupérer les particules pseudovirales formées après un procédé de filtration assez complexe et d'élimination des débris cellulaires. Donc, une fois qu'on a récupéré ces particules pseudovirales, on va aller également... alors, pardon, excusez-moi, je suis allée trop vite. Voilà, une petite vidéo. On va aller également les inclure, enfin les adjuver, en fait, hein, dans un adjuvant qui va permettre donc de créer ce vaccin qui sera injectable. Alors, quel est l'avenir de la lutte contre cette maladie? Eh bien, première chose très importante, la surveillance du virus, hein, détecter les mutations possibles le plus tôt possible, donc être vraiment proactif et pas attendre de constater des changements sur le terrain. L'aide des vaccins recombinants est importante là aussi là-dessus, puisque on va pouvoir, c'est un moyen très rapide d'adapter les vaccins aux nouveaux variants qui pourraient apparaître sur le terrain. Et puis, bien entendu, je l'ai évoqué tout à l'heure, les protocoles de vaccination qui doivent être sans arrêt visés et contrôlés afin de les améliorer pour tirer le meilleur parti des vaccins. Voilà, je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Amélie. Oui, et ben merci beaucoup, Hélène. Pour l'instant, j'ai pas vu de questions dans le chat. Je sais pas si il y en a certains dans la salle qui voudraient lever la main pour parler ou. Écoutez, pendant que tout le monde réfléchit un petit peu à ces questions, je vais vous présenter. On va faire une pause de questions juste après la présentation de Ghislaine, qui reste aussi dans la génétique, et on verra s'il y a plus de questions tout à l'heure. Juste avant de laisser donc la parole à Ghislaine, je vous remets un petit peu le programme. Donc Ghislaine qui va nous parler de la génétique dans le cas de VHD en récidive, dans le cadre du projet sur Vrécy. Je voulais vous faire un petit
un petit point en fait sur qu'est-ce que ce projet sur Vrécy parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Donc c'est un projet qui est mené par l'ANSES, le CLIP et l'ITAVI. C'est un projet de surveillance qui est dédié à la surveillance des récidives. Alors d'où vient cette idée de projet? Juste pour faire un petit point sur la VHD, la surveillance au niveau du CLIP, on a pu voir que à partir de 2018, on avait quand même, c'est la période où on a eu le plus de cas en France. On était à plus de 190 cas dans l'année. Donc on voit qu'au fur et à mesure des années, de 2018 à 2023, le nombre de cas par an reportés au CLIP a bien diminué. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'au départ, c'était vraiment des foyers de VHD avec sans historique dans l'élevage. Mais aujourd'hui, on voit que la plupart des cas reportés, c'est des cas de VHD dans des élevages où il y a déjà eu des précédents, voire des récidives. Ce qu'on appelle des récidives, c'est lorsque le virus revient après la dernière bande vaccinée. Donc lorsqu'on arrête la vaccination de tous les animaux dans l'élevage, le virus revient revient dans certains cas très rapidement. Et cette situation en fait nous a posé beaucoup de questions. On s'est demandé est-ce que c'était la même souche qui revenait? Est-ce que c'était est-ce qu'on avait des élevages qui étaient plus à risque de par leur structuration, leur pratique? Et c'est pour ça que c'est de là qu'est né le projet sur Récit. Et c'est toutes les questions qu'on a essayé de répondre à travers les 3 présentations qui vont suivre. Donc je vais laisser la main à Ghislaine Le Gall qui va vous présenter la partie génétique. Donc qu'est-ce qu'on a pu avoir en enseignement par rapport à ces souches? Bonjour. Bonjour à tous, vous m'entendez? Oui, très bien. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que... Alors... Donc tu partages ton écran, je rappelle à tous que vous pouvez mettre vos questions dans le chat et qu'après la présentation de Ghislaine, on fera une petite pause question pour les 2 présentations. Est-ce que c'est bon ou pas? Parce que moi, ça a l'air d'être bloqué. Là. Non, nous n'avons pas ton écran pour l'instant. Alors, choisir les éléments. Écran complet, c'est bien, c'est pourtant. Pourquoi il ne veut pas aller plus loin? Alors, je recommence. Ah oui, c'est parce que j'ai fait ça. Voilà. Ça doit être mieux là, non? Oui, c'est bien. Donc du coup, je vois plus mon écran. Moi. C'est bizarre, je n'ai pas de rappel sur l'écran principal. Bon, vous allez me voir de travers alors. Donc là, je vais aborder donc le volet plus virologie avec l'étude des séquences des différentes souches que nous avons pu analyser dans le cadre de ce projet. Donc dans l'unité de virologie, immunologie, parasitologie aviaire et cunicole de l'ANSES à Ploufragan. Donc tout d'abord, nous avons pu analyser 158 échantillons de foie que nous avons reçus pendant cette période, le projet ayant commencé début septembre, il y a 3 ans. Donc parmi ces souches, il y en avait 10 qui provenaient des 14 élevages qui ont été enquêtés dans ce récit, dont parlera Adeline. Nous avons reçu aussi 32 souches transmises par les vétérinaires qui ont participé au projet, qui provenaient de différents foyers en élevage qui le contrôlent. Et nous avons aussi analysé 116 souches que nous avons reçues du laboratoire d'analyse vétérinaire Innovalis à Angers. En fait, ce laboratoire, dans le cadre de projets que l'on a avec l'OFB, réalise les analyses de surveillance des maladies de la faune sauvage du réseau SAGIR de l'OFB. Et ensuite, on reçoit ces souches, ainsi que des souches aussi issues de foyers en élevage qui peuvent analyser. On les reçoit donc à l'ANSES une fois par an pour nos recherches plus de phylogénie, de séquençage. Hop.
Donc, on a aussi analysé plusieurs échantillons de foie de lapin et de lièvre qu'on avait reçus antérieurement au projet, hein, pour pouvoir faire une étude phylogénique de toutes ces souches. Donc, le diagnostic RHDV ou RHDV2 est réalisé dans ces laboratoires de première intention, hein, de vétérinaires, qui, au travers de PCR temps réel et RHDV2, et en plus, Innovalis Angers réalise un ELISA RHDV en cas de réponse négative et de forte suspicion de VHD, donc pour savoir si c'est pas un virus classique qui aurait contaminé les lapins. Et puis, nous aussi, on réalise ces analyses, évidemment, quand on reçoit les foies directement au laboratoire. Donc, en plus des RT-PCR, nous faisons du séquençage. Donc, la séquence du gène qui code la protéine de capsid VP60, on peut en avoir des séquences partielles ou totales qui nous servent pour nos études de phylogénie. Mais on séquence aussi une petite partie d'une protéine non structurale qui est la polymérase. Et ça, cette partie nous sert à rechercher d'éventuels recombinants. Et donc, j'en parlerai un petit peu plus tard. Donc voici l'arbre que je peux présenter. Donc je l'ai présenté de façon horizontale et non pas verticale pour qu'on puisse quand même arriver à lire quelque chose, parce que donc ça rassemble les séquences des souches RHDV en partie et RHDV2 françaises, uniquement françaises, que nous avons donc analysé donc la séquence totale du gène de la protéine de capsid. Donc, ce sont des souches depuis 2010, hein, l'arrivée du RHDV2, enfin, la découverte du RHDV2 en France jusqu'à maintenant. Et donc, vous pouvez voir, est-ce que vous voyez mon pointeur, ma souris? Non? Non. Si on la voit, ouais. qui bouge là? Oui. Oui, si, Ouais. si. Ah oui, bon, mais des fois, il disparaît du coup. Donc, c'est juste pour vous. Donc là, les souches, on les a appelées. Là, voilà, vous avez 22,89. 22, c'est l'année de réception, 2022. 89, c'est la 89e souche que nous avons reçue au laboratoire de lapin. Et entre parenthèses, j'ai mis le département d'origine. Ici, ce sont les Côtes d'Armor. J'ai aussi donc j'ai rassemblé pour plus de commodité de lecture les anciennes souches que nous avons reçues. Donc ici, nous avons tous les RHDV2. J'ai fait 2 petits groupes de souches plus anciennes qui nous intéressent moins dans le cadre de ce récit. Et puis ici, un petit peu les souches RHDV. Donc ça permet donc d'étaler un peu plus les groupes qui inclut donc les souches étudiées dans le cadre de ce projet. Par contre, l'échelle n'est pas respectée. Ici, j'ai écarté un peu plus pour qu'on voit mieux. Ici, c'est beaucoup plus long que ça, puisque les distances génétiques sont, comme vient de l'expliquer Hélène, sont beaucoup plus importantes entre un RHDV2 et un RHDV, puisqu'on est à 80% d'homologie seulement. Voilà. Donc, pour entrer un peu plus dans le détail, je confirme qu'effectivement, en France, depuis 2016, c'est la date de la dernière souche RHDV que nous avons pu mettre en évidence sur un échantillon d'un lapin de Garenne du centre de la France. Et donc, en sachant qu'on analyse par an une centaine d'échantillons de lapins, une centaine d'échantillons de lièvres, qu'on reçoit donc tous les ans. Donc, bon, peut-être effectivement dire que le RHDV a disparu en France. Donc sinon, en ce qui concerne les RHDV2, effectivement, on constate que depuis 2016, les souches plus récentes donc, se rassemblent dans deux groupes, à la différence des souches plus anciennes hein, que j'ai regroupées là depuis 2010 et 2011 ici. Ça correspond à ce qu'on a pu observer sur le terrain en augmentation de virulence, mais pour autant, la génétique
génétique ne peut pas détecter une souche virulente plus qu'une autre. On ne connaît pas les facteurs de virulence, on ne connaît pas les séquences qui peuvent régir ça, mais l'évolution génétique du RHDV2 reste normale pour un virus ARN, hein, dans son évolution dans le temps. On n'a pas détecté de nouveaux variants à ce jour de RHDV2. Un nouveau variant, c'est une souche qui serait différente de plus de 6% des souches actuelles. Là, on pourrait parler d'un nouveau variant. Ce n'est pas le cas actuellement. Toutes les souches sont relativement proches et ne forment qu'un seul variant. Mais cependant, effectivement, les souches plus récentes sont distribuées dans de nouveaux petits groupes, et notamment cette souche-là, qui a été collectée en 2019, nous l'avons nous aussi testée en animalerie, et elle a induit 100% de mortalité sur des lapins EOPS, hein, SPF. Donc oui, mais on n'est pas les seuls à l'observer, hein, les Italiens aussi, hein, comme disait Hélène tout à l'heure, depuis les années 2015-2016, il y a une augmentation de la virulence des souches, mais ce qui reste quand même normal pour un jeune virus, hein, puisque ce nouveau génotype est très récent, qui est un virus qu'on ne connaissait pas avant, hein, c'est pas le virus de la VHD qui aurait muté pour donner ce virus RHDV2, c'est un autre virus, donc il est très récent et s'est adapté petit à petit au gré des années à ses hôtes. Donc voilà ce qu'on peut dire. En tout cas, on n'a pas de nouveaux variants à ce jour en France. Dans le monde d'ailleurs, c'est pas publié en tout cas. Mais je pense pas qu'il y en ait. Juste pour vous dire aussi que comme le RHDV classique, le RHDV2 n'est pas spécifique, les souches ne sont pas spécifiques à une région. Par exemple, ce premier groupe où on voit qu'on a des souches de Bretagne, de Pays de Loire, des Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine aussi. Donc c'est un virus qui, comme tous les virus de la VHD, circule très vite, hein, au gré des transports, puis aussi la présence en France d'une faune sauvage très, très importante, hein, en lapin et en lièvre, puisqu'il contamine aussi le lièvre. Tous les lièvres d'espèces les puces sont infectés par ce virus, ce nouveau génotype, ce qui n'était pas le cas avec le HDV classique. Par ailleurs, il n'y a pas de RHDV2 qui soit spécifique au lapin d'élevage. C'était une des questions qui se posait à l'origine aussi des projets que nous avons pu mener. Donc, notamment sur récit. Là, je vous ai représenté donc en vert, ce sont les virus issus de la faune sauvage, donc que ce soit des lièvres ou des lapins de Garenne, et en rouge les lapins domestiques issus d'élevage, et on voit que la distribution de ces souches se fait de façon régulière dans les différents petits groupes. Et puis, par ailleurs, mais ça on le sait déjà, hein, cette analyse phylogénique le confirme seulement, qu'un même virus peut infecter un lapin de Garenne et un lapin domestique, hein, et là ce sont deux souches très très proches. Il doit avoir un nucléotide peut-être qui diffère sur les 1740 nucléotides de la VP60. Donc voilà, on sait que c'est un virus qui contamine, qui infecte les léporidés, incluant le lièvre et les lapins domestiques et sauvages. Nous avons aussi, puisqu'on recherche un petit peu la présence de nouveaux recombinants et potentiels, nous avons donc trouvé ces dernières années des recombinants, mais qui viennent de péninsule ibérique, qui sont connus là-bas, hein. Ne constituent pas de nouveaux variants au niveau de leur VP60, donc les vaccins et les méthodes de diagnostic les reconnaissent parfaitement. C'est juste qu'on essaye de voir dans ce suivi moléculaire l'apparition éventuelle de nouveaux variants ou de nouveaux recombinants qui pourraient donc avoir une conséquence dramatique pour la filière et les lapins sauvages.
Donc voilà, c'est juste dans ce cadre de surveillance, comme le rappelait Hélène, qui est important à réaliser. Donc voilà. Je vais juste faire un petit aparté sur ces recombinants. Hein, c'est en fait l'apparition d'un recombinant quand deux virus différents infectent une même cellule. Et donc, il faut savoir qu'au niveau des lagovirus, donc on connaît bien les lagovirus pathogènes, hein, les deux génotypes, le RHDV et le RHDV2, qui sont aussi appelés J1.1 et J1.2. Vous pouvez rencontrer cette nouvelle nomenclature. Il existe aussi des lagovirus non pathogènes qui co-circulent. Il y a deux génotypes différents, le J1.3 et le J1.4. Ces deux génotypes, on les rencontre en France. En péninsule ibérique, c'est plutôt, et le J1.3 n'a pas été décrit, c'est le J1.4 qui est décrit. Et donc, le point de recombinaison majeur des virus se situe entre la fin du gène de la polymérase et le début du gène de la VP60. C'est pour ça qu'on séquence cette région, en fait. Et donc là, dans nos travaux, on a essayé on commence, hein, les années ne sont pas terminées, de se focaliser plus sur les virus d'élevage, dans le cas de Suvreci. Donc un petit tableau pour vous faire voir que effectivement, donc ici ce sont des virus que je dirais non recombinants, hein, d'origine, le RHDV2 initial, qu'on retrouve en grande majorité en France, mais les quelques cas de virus recombinants espagnols commencent à arriver en France. Donc ce premier recombinant est apparu en Espagne très rapidement après l'arrivée du RHDV2 en Espagne. Donc le RHDV2 est arrivé en 2011, le premier recombinant a été détecté en 2012 de mémoire. Et d'ailleurs, cette souche a remplacé la quasi-totalité des souches RHDV2 qui étaient arrivées en Espagne. Nous l'avons rencontré de temps en temps depuis 2013 en France, mais de façon très sporadique, et encore donc en 2020 pour un cas, en 2023 pour un élevage et un dans la faune sauvage. Et ce second recombinant, qui est apparu il y a seulement quelques années en Espagne, 2014-2015, qui lui qui est un recombinant donc RHDV2 avec une souche non pathogène, hein, qui circule en Espagne et qui est en train de devenir aussi dominant par rapport à son prédécesseur. Et en France, on l'a détecté pour la première fois donc en 2022. Bon, même s'il reste encore pas mal d'échantillons à analyser, et aussi en 2023, de façon un peu plus conséquente, mais ça reste quand même assez sporadique pour l'instant en France, à la différence de l'Espagne où il est a priori devenu dominant. Juste pour information, là, sur la répartition géographique de ces recombinants qui, donc, effectivement, sont arrivés. La première détection, c'est dans le sud de la France. Et donc, on a l'impression qu'ils remontent vers le nord. Mais bon, je rappelle que ce n'est pas un souci pour nous, puisque les diagnostics et les vaccins sont dirigés contre la VP60 et que cette VP60 ne constitue pas un nouveau variant. C'est juste qu'on essaie de rechercher un petit peu les nouvelles apparitions. Donc, pour en revenir sur le projet, donc nous avons effectivement analysé les séquences de 10 souches sur les 14 élevages qui ont été enquêtés au cours de ce précis, donc ils sont répartis un peu partout en France. Et donc là, je reviens à mon arbre où donc je vous ai mis en rouge, en gras, les séquences des différents souches récoltées dans ces élevages. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de virus qui soit spécifique aux élevages en récidive. Se répartissent là aussi dans les différents petits groupes de souches.
Et puis, par ailleurs, nous avons réussi à pouvoir avoir des souches sur 6 élevages qui montraient plusieurs récidives, plusieurs foyers dans le temps. Et donc, chaque élevage a une couleur. Et donc, si par exemple, on s'intéresse à celui qui est en bleu, donc les souches, la première souche, le premier foyer dont on a pu avoir la souche date de 2018. Donc, sa séquence est ici. En 2019, il y a eu 2 foyers, donc on voit qu'il y a une souche ici, mais aussi il y a une souche là. Ces 2 foyers, c'était en début et fin d'année 2019. Et puis en 2022, le foyer qui est apparu, donc la séquence est ici. Pour les autres élevages, c'est pareil. On voit que les différents foyers correspondent à différentes séquences virales. Et donc, c'est pour ça qu'on peut dire que ces différentes récidives correspondent à chaque fois à de nouvelles introductions de virus. C'est pas le virus ne persiste pas dans les élevages malgré le nettoyage et des infections. C'est bien de nouvelles introductions virales à chaque nouveau foyer. Voilà, j'en ai fini. Eh ben, merci Ghislaine. Il y avait 2 questions dans le chat. Je crois que tu as déjà un peu répondu. D'abord, la première question, c'était par rapport à la faune sauvage, les prélèvements. Tu n'as pas du tout trouvé de VHD classique. Ça, tu Non. me confirmes? Non. Et une deuxième question aussi par rapport à la faune sauvage. Est-ce que vous en avez isolé du RHDV2 dans les lièvres en 2023-2024? Oui, oui. Oui, on en isole régulièrement. Oui. De toute manière, le virus contamine les 2 espèces. C'est vrai que le lièvre est proportionnellement moins contaminé par le RHDV2 que par le BHSV, qui est quand même le virus, la calicivirus du lièvre, c'est le BHSV à l'origine. L'arrivée du nouveau génotype RHDV2 donc, a un peu chamboulé tout ça, puisque le virus du lièvre, qui était le BHSV, n'est plus tout seul pour contaminer les lièvres. Maintenant, il y a le RHDV2. Et on avait observé d'ailleurs en France, notamment à l'apparition du RHDV2 et les premiers cas sur le lièvre, qu'il y avait une augmentation très importante du ratio en faveur du RHDV2 pour contaminer le lièvre jusqu'en 2015-2016. Et puis ensuite ce ratio a dégringolé. Et donc, pour le lièvre, les cas de mortalité dus à l'agovirus chez le lièvre désormais sont très majoritairement à nouveau dû à le BHSV, mais de temps en temps aussi au RHDV2. Donc, ce qui veut dire que dans la faune sauvage, le RHDV2 principalement contamine les populations de lapins, mais contamine aussi le lièvre qui donc amène plus de risques par rapport à une introduction en élevage. D'où l'importance des barrières sanitaires, des clôtures autour des élevages. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? N'hésitez pas si vous avez des questions sur les 2 premières présentations. Moi, j'aurais une petite question pour vous deux, Hélène et Ghislaine. Donc, si j'ai bien compris, vous avez fait le suivi un peu des virus aussi qui étaient chez nos voisins frontaliers. Donc, si j'ai bien compris, les Espagnols ont un virus un peu différent qui est toujours détecté puisque c'est l'AVP60 est très proche. C'est plutôt l'intérieur du virus qui change avec cette recombinaison et qui est en train d'arriver en France. Est-ce qu'il y a d'autres virus chez nos voisins frontaliers, belges ou italiens qu'on n'a pas encore sur notre territoire et qu'on pourrait s'attendre à voir arriver? Je vais commencer à répondre. Donc, il n'y a pas que les Espagnols, il y a Portugal aussi. Hein. C'est la péninsule ibérique, partagent les mêmes virus. En tout cas, en Italie, ça reste le RHDV2 non recombinant de mémoire, mais il y a beaucoup moins, il n'y a pas forcément les travaux nécessaires pour pouvoir le dire. On sait que c'est comme l'a dit Hélène, c'est un recombinant aussi qui était rentré aux États-Unis. Ça, c'est au gré des voyages et de l'origine. C'est vrai qu'en France,
on est pour l'instant à plus de 80%, 90% de virus non recombinants, enfin d'origine. Voilà, donc on peut un peu pister l'introduction des différents virus par cette présence de recombinants. Mais d'ailleurs, en Afrique du Nord, c'est un virus non recombinant qui est détecté. Après, l'apparition, c'est vrai qu'en péninsule ibérique, donc ces virus ont pris le dessus, comme c'est classique en virologie, hein, là, il y a sûrement un avantage pour ces souches, mais qui ne correspond pas forcément à une augmentation de leur virulence, mais plutôt peut-être qu'elles sont plus faciles à se multiplier, d'autres facteurs qui fait que tôt ou tard, elles prennent le dessus et c'est elles voilà, qu'on retrouve. Mais en France, en tout cas, nous restons sur des souches non recombinantes. Et dans les pays à côté, Belgique et tout ça, ça reste des souches non recombinantes pour l'instant. À noter qu'en Italie, il y a quand même des cas de RHDV classique, ce qu'on appelle le RHDV-A, qui subsiste encore, mais qu'on a très rarement eu en France déjà. D'accord. Je laisse. Du coup, est-ce que Hélène voulait compléter? Excusez-moi. Oui, non, Ghislaine a vraiment bien répondu. Je n'ai pas grand-chose à ajouter. D'accord. J'ai une question pour vous quand même. Du coup, j'ai une remarque dans le chat. Les vaccins recombinants, vous avez précisé que c'était un moyen plus rapide en fait d'adapter les vaccins aux nouveaux variants. En cas où il y aurait une détection de nouveaux variants sur le terrain, quels sont les délais qu'on peut avoir pour faire ces nouveaux vaccins? Alors, techniquement, dès qu'on a une souche isolée intéressante, ça prend que quelques mois à fabriquer le vaccin. Après, là où ça peut prendre plus de temps, je dirais, c'est l'administratif et toutes les démarches administratives d'enregistrement du vaccin et d'autorisation de mise sur le marché. Donc, on peut espérer à ce moment-là, si on avait une forte épidémie avec un nouveau variant, que les autorités faciliteraient ce genre d'enregistrement et que ça pourrait prendre que quelques mois, quoi. Mais je n'ai pas de délai numérique à donner pour l'instant. Mais voilà, techniquement, c'est assez rapide. Après, voilà, il y a quand même des essais, il y a des choses à faire qui sont un peu, voilà, qui peuvent être un peu plus lourdes, quoi, un peu plus. Il y a aussi c'est vrai que vous n'avez pas forcément mis le point là-dessus, mais ces nouveaux vaccins, ça permet aussi de s'affranchir de l'utilisation d'animaux. Oui. Donc éthiquement, c'est vrai que c'est un gros gain, en fait. Oui. Ça- Éthiquement, et puis aussi d'un point de vue technologique et technique, les levures, ça pousse très vite. On peut en avoir à foison très rapidement. À partir du moment où on a notre inoculat de base, enfin notre population de base de levures recombinantes, ça va très très vite, quoi. Donc oui, c'est une grosse avancée. C'est une grosse avancée technologique. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'assistance? Si vous n'avez pas d'autres questions, on va continuer. On va passer à la partie plus enseignement des études épidémiaux. Alors, je reprends la main. C'est bon, tout le monde voit bien mon écran? Oui, c'est bon. Ok. Donc moi, je vais vous parler de la partie questionnaire en ligne qu'on avait fait circuler entre 2019 et 2023. Alors, qu'est-ce que c'est ce questionnaire? En fait, c'était lorsqu'on a eu un cas de VHT qui était déclaré auprès du CLIP.
on proposait en fait à chaque personne s'il voulait remplir volontairement un questionnaire en ligne. En général, c'est les techniciens et les vétérinaires qui étaient invités à remplir ce questionnaire. Le questionnaire a été construit pour essayer d'avoir une idée déjà la description du cas, quels étaient les animaux touchés, dans quel élevage c'était, donc la description de l'élevage, quel type d'élevage a été touché, comment était managé cet élevage, et des questions sur le programme vaccinal. Donc ça représentait une trentaine de questions qui sont réparties, donc 6 à 10 sur la description du cas, 10 à 13 questions sur la description de l'élevage en lui-même, et puis 9 à 11 questions sur le programme vaccinal. Donc on avait pu récupérer un certain nombre de données que je vais vous présenter après, et tout ça a été traité de façon anonymée. Donc au total, on a pu récupérer 193 cas qui a été reporté et qui est exploitable entre 2019 et fin 2023. Donc là, je vous présente comment sont répartis les dossiers. Donc on avait 123 dossiers avec un historique. Donc un historique, c'est quand l'élevage a été touché par la VHT déjà une fois entre 2013 et le jour de la déclaration. On avait 38 élevages sans historique et 32 32 dossiers qui étaient avec des cas de récidive, ça veut dire reprise de la maladie sur la première bande qui était non vaccinée. Ce que je peux dire déjà, c'est que tous ceux qui avaient déclaré des récidives avaient également été en historique précédemment, en fait, les années précédentes, ou des fois avec des laps de temps plus ou moins longs. Si on regarde un petit peu ces données par rapport aux données du clip que je vous ai présenté tout à l'heure, donc le clip, c'est vraiment toutes les déclarations, et nous, la base de données, c'est seulement les personnes qui étaient volontaires pour répondre. On voit que on a à peu près les mêmes proportions en les proportions récidives, pas d'historique et historique. Donc on a une bonne représentativité et on a environ 42% des cas qui ont rempli le questionnaire. Donc ça, c'était super pour nous, ça a permis d'avoir une belle base de données. Donc d'abord, si on regarde ces questionnaires par rapport aux caractéristiques d'élevage, on avait 72% des dossiers qui étaient des élevages en claustration totale. On avait 6% avec des claustrations et semi-plein air. On avait du claustration plus plein air à 10%, semi-plein air à 5%, plein air à 7%, et semi-plein air à un peu moins d'1%. Donc la proportion, on voit que c'est en grande majorité de la claustration. Donc on sait que le plein air, généralement, avec les contacts, en fait, on pouvait s'attendre que le plein air soit plus touché que la claustration, puisqu'il y avait plus de risques de contact avec la faune sauvage. Mais finalement, on retrouve un peu les proportions de type d'élevage qu'on a nationalement. Donc ensuite, on s'intéressait à regarder les 3 catégories en fait. Récidive, les dossiers historiques et les dossiers sans historique. Essayer de voir si on avait des différences en fait entre ces 3 catégories de foyers. Ce qu'on peut voir, c'est quand on regarde juste la partie qui est touchée par la VHG, majoritairement, la majorité des dossiers c'était touché dans la partie claustration. Pour les récidives, on a un peu plus de récidives en pourcentage de dossiers sur plein air, mais vu qu'on n'a que 32 dossiers, c'est pas significativement différent en fait des dossiers historiques ou des dossiers qui ont des cas qui n'avaient pas d'historique. Par rapport à la conduite d'élevage, donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'il y avait entre 62 et 65% qui fonctionnent en tout plein tout vide. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout plein tout vide est le système qui semble le mieux en fait par rapport au nettoyage et désinfection, le plus facile à gérer, et donc celui qui est qu'on demande de privilégier. Dans ces cas-là, on voit qu'il n'y avait pas eu de différence entre récidive, historique et sans historique. En fait, on est tous entre 62 et 65% qui est la moyenne nationale. En fait, au niveau de tous les élevages, on est à peu près à cette moyenne-là. Et la majorité des élevages, en fait, faisaient du 42 jours. Donc, sans différence significative entre les 3 catégories.
Ensuite, on a regardé la catégorie d'animaux qui étaient touchés. Donc, on avait demandé si c'était les femelles, les lapros sous la mer, les lapros en engraissement ou pré-cheptel. Alors là, sans considérer le pré-cheptel, puisqu'on ne sait pas où il se trouve, s'il était dans la maternité ou en engraissement. Si on regarde tous les autres, on peut voir que la majorité des cas a été liée à la salle d'engraissement. Et beaucoup moins de cas qui seraient liés seulement en maternité ou dans les 2 salles. Donc là, pas de différence non plus significative. On voit juste que l'engraissement est souvent plus touché. Si on va un peu plus loin et qu'on regarde cette fois les catégories d'animaux qui sont touchés, là, on s'est intéressé qu'aux élevages qui vaccinaient les reproducteurs et futurs reproducteurs pour pas avoir de biais en fait entre les élevages ceux qui vaccinent pas et ceux qui vaccinaient. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que dans tous nos dossiers, en fait, sur nos 93 dossiers, on en avait 92% qui vaccinaient leurs futurs reproducteurs et reproducteurs. Donc c'était déjà des élevages qui pratiquent la vaccination. Et là, j'ai mis sur le graphique, en fait, en plein, ce sont le nombre de dossiers, enfin la proportion de dossiers où le cas était seulement en engraissement, si je prends la barre engraissement. Hop, si je prends la barre engraissement, on était seulement en engraissement. Les hachurés, ça veut dire que vous aviez à la fois l'engraissement et les lapros sous la mer ou les reproducteurs qui sont touchés, ou les futurs reproducteurs. Et là, ce qu'on peut remarquer, donc statistiquement, il n'y a pas de différence entre les 3 catégories. Ce qu'on peut juste remarquer, c'est qu'il y avait quand même près de 70% des dossiers pour les récidives qui touchaient exclusivement l'engraissement. Et pour ceux qui ont de l'historique, qui ont les cas d'historique de VHD, là on avait plus de lapros sous la mer qui étaient les seuls à être touchés en fait dans les élevages par rapport aux autres. On a pu récolter aussi les questions sur les âges des animaux touchés. Ce qu'on a pu voir, c'est que les lapros sous la mer, c'était surtout les fins, en fait, la fin de sevrage qui était touchée, donc autour de 4 semaines. Ce qui peut s'expliquer en fait par le stress du sevrage, le fait que les anticorps maternels sont quand même en décroissance et il y a certainement moins d'animaux qui sont protégés par les anticorps maternels. Et on a aussi, et au côté engraissement, on était plutôt sur la majorité des dossiers, c'était à 8 et 9 semaines, ce qui correspond à la fin d'engraissement. Là aussi, peut-être des explications par rapport à la densité d'animaux, notamment par rapport à la taille des animaux, le poids au mètre carré qui était un peu plus haut, donc un peu plus de discrétion de virus quand il y en a. Donc, ce qu'on peut dire aussi, ce que j'ai pas noté, mais que tout le monde a pu voir, c'est déjà que la vaccination, ça a protégé quand même pas mal d'animaux, puisque les futurs reproducteurs et les reproducteurs, jusqu'au lapros sous la mer, on voit quand même qu'ils sont beaucoup moins touchés que l'engraissement, ce qui est quand même en faveur de la vaccination. Donc on a été voir un petit peu la vaccination des reproducteurs et la vaccination après des futurs reproducteurs, voir qu'est-ce qui changeait entre ceux qui ont des récidives historiques et sans historique, et est-ce qu'il y avait aussi des spécificités qui feraient que certains, comme on a vu, certaines femelles avaient pu attraper le virus malgré la vaccination, ou certains animaux vaccinés comme le pré-cheptel aussi pouvaient l'attraper. Donc la vaccination, ce qu'on a pu voir, c'était que la majorité était plutôt tous en même temps. Là, on n'a que 40 à 42% qui font une vaccination des femelles par rang de portée. On sait que la vaccination par rang de portée permet de vraiment ne pas louper, en fait, ne pas laisser de trou dans la raquette, notamment quand les femelles elles passent du stade pré-cheptel à reproductrice. Donc là, on a 40 à 42% qui faisaient par rang de portée, ce qui n'est pas la majorité. Mais on n'a pas de différence, en fait, là non plus, entre récidive historique et sans historique. Et après, sur la majorité des élevages, on voit qu'ils
ils vont vacciner plusieurs fois par an, entre 3 jusqu'à 6 fois par an, même voire enfin pardon, entre tous les 3 mois et tous les 6 mois, ce qui veut dire entre 4 à 2 fois, de 2 à 4 fois par an. Donc la vaccination est plutôt soutenue par rapport aux recommandations des entreprises pharmaceutiques qui recommandent 1 fois par an. Côté futurs reproducteurs, là ce qu'on a pu observer, c'est que la majorité des cas faisaient 2 injections. Donc on a des cas 1 injection, 2 injections et 3 injections. Pas de différence entre le fait que ce soit des cas qui vont avoir une récidive historique ou sans historique. Donc en proportion, on n'a pas de différence. Ce qu'on peut noter, c'est que le programme le plus utilisé, ça semble être la première vaccination à 5-6 semaines, puis à 10-12 semaines. Mais au final, on a on s'aperçoit qu'on a beaucoup de programmes vaccinaux différents en fait pour ces futurs reproducteurs. Et on a pu remarquer aussi, c'est que certains vaccins qui pouvaient être utilisés très précocement, en fait à 5-6 semaines, alors que les fabricants ne le recommandent pas forcément à cause de l'interaction qu'ils pourraient avoir avec les anticorps maternels. Et à la fois, on avait pu voir dans 8% des dossiers une vaccination avec des vaccins un peu trop tardifs, parce que certains vaccins mettent plus de temps à être efficaces sur les animaux, et les producteurs donnent bien un âge en fait. Et on a pu voir que cet âge n'était pas forcément respecté et des fois trop tardif, ce qui fait que ça peut laisser un laps de temps plus long où l'animal est sensible et vulnérable. Donc en conclusion, toutes nos données qu'on a pu collecter, on n'a vu aucune spécificité qui pouvait expliquer les récidives. On n'a pas mis en évidence avec notre questionnaire ni au niveau de structuration, gestion de l'élevage ou programme vaccinal des spécificités récidives. Ce qu'on peut dire sur le programme vaccinal, c'est qu'on a vu qu'il y avait une forte variabilité. Le choix du programme, pour l'instant, on ne peut pas se prononcer. Est-ce qu'il y a un choix de programme qui est optimal notamment pour protéger la prole sous la mer et les futurs reproducteurs? Et comme l'a signalé tout à l'heure aux premières interventions Hélène, c'est que il y a aussi la façon dont est injecté le vaccin, la préparation du chantier de vaccination qui joue beaucoup sur l'efficacité. Et ça, nous n'avions pas de données sur la pratique en fait, qui était fait dans les élevages. On avait juste le programme théorique qui était appliqué. Donc tout ça, pour avoir un peu plus d'informations, il a fallu aller un peu plus loin. Et c'est là est intervenu aussi l'ANSES avec une enquête épidémiologique de terrain où ils ont pu investiguer plus précisément les pratiques et comparer des cas de récidive à des cas qui avaient eu la VHD sans l'avoir après. Donc ça, c'est la partie que Adeline va vous présenter tout de suite après moi. Donc je ne sais pas si j'ai été claire. Oups. Excusez-moi, j'ai un problème de batterie. Est-ce que je vois pas de questions dans le chat? Est-ce qu'il y avait des questions? Si vous n'avez pas de questions, je vais laisser la main à Adeline qui va vous présenter donc pour compléter la partie donc de leur enquête terrain où ils ont été plus précisément en fait que nous sur les pratiques. Oui, donc bonjour à tous. Je vais partager la présentation. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon, on voit ton écran. Ok. Donc, je vais vous présenter effectivement la partie d'études épidémiologiques de terrain qu'on a menée dans le cadre d'études sur Vrécy. Donc, est-ce que tu peux juste te mettre en plein écran peut-être pour
que tout le monde Oui, voit bien. alors attends. Mode plein écran, tout en bas, tu l'avais. Voilà. Ouais, super, merci. C'est mieux comme ça. OK. Donc, comme vous a dit Amélie, nous avons mené une étude plus précise en allant sur le terrain pour étudier 2 types d'élevages. Donc, dans un premier temps, nous avons ciblé des élevages qu'on va appeler ici en situation de foyer récurrent de VHD. Donc, en fait, ce sont des élevages qui ont eu plusieurs foyers de VHD sur quelques années. Donc, pas forcément des récidives directes, c'est-à-dire dès qu'on arrête de vacciner en engraissement, la maladie revient, mais des élevages qui, sur plusieurs années, ont eu plusieurs épisodes de VHD et qui, entre guillemets, on va dire, n'arrivent pas à se sortir de cette situation. Donc, en fait, nous sommes allés dans ces élevages que nous signalaient les vétérinaires à la faveur de ce qu'on a appelé des cas incidents, c'est-à-dire une nouvelle manifestation de la maladie dans l'élevage. Et nous avons fait une première visite, en fait, lorsque les lapins étaient encore malades, pour relever un certain nombre d'informations sur la manifestation de la maladie, mais aussi les pratiques d'élevage et comment la prévention contre la VHD était menée dans ces élevages. Nous avons également fait des prélèvements. Donc, 3 types de prélèvements différents. Des prélèvements sanguins qui nous ont permis en fait de réaliser des analyses sérologiques. Le but étant de voir sur les femelles que nous avons prélevées si elles avaient des anticorps contre la VHD. Donc, ces anticorps sont soit le résultat d'une vaccination, soit le résultat du passage viral. Donc, on s'attendait dans ces élevages à avoir des animaux avec des taux d'anticorps très élevés parce que la plupart avaient été vaccinés et en plus avaient été en contact avec la maladie récemment. Nous avons aussi prélevé des écouvillons rectaux sur les femelles pour voir s'il y avait de l'excrétion du virus au niveau fécal, et fait des prélèvements d'environnement. Donc cela consiste en fait à prélever en frottant avec des chiffonnettes sur les différentes surfaces de l'élevage et de faire ensuite les analyses PCR, les mêmes que pour le diagnostic, mais celles-ci nous permettent de vérifier si dans l'environnement de l'élevage, sur les surfaces, il y a des traces de virus de VHD. Donc, avant nettoyage et désinfection, on s'attend à en trouver un peu partout sur les surfaces, puisque ce sont des élevages dans lesquels il y a des lapins malades de la VHD. Nous avons ensuite réalisé une seconde visite après la décontamination, c'est-à-dire une fois que la bande qui avait été atteinte avait été enlevée et le bâtiment décontaminé. Et là, nous avons relevé les informations à la fois sur comment l'élevage avait été décontaminé, mais aussi éventuellement quelles étaient les mesures qu'avait pu mettre en place l'éleveur pour éviter le retour de la maladie. Et nous avons également fait les mêmes prélèvements de surface que lors de la première visite, mais cette fois-ci après décontamination. Donc normalement, après décontamination, même si le virus de la VHD est un virus qui est relativement résistant dans l'environnement, normalement, après une décontamination, un nettoyage et une désinfection, on ne doit pas retrouver normalement de traces de virus sur les surfaces. Et donc, ce type de prélèvement nous permet d'évaluer la qualité, l'efficacité de la décontamination qui a été menée dans l'élevage. Et donc, l'ensemble qui était en situation d'historique très chargé de VHD, c'est-à-dire des élevages qui avaient des foyers très réguliers de la maladie. Ensuite, nous avons souhaité essayer de trouver des élevages pour pouvoir les comparer pour pouvoir comparer les pratiques de ces groupes d'élevage à foyer récurrent avec celles qui avaient dans des élevages qui avaient connu 1 ou 2 épisodes de VHD, mais qui depuis plusieurs années n'avaient plus de manifestation de la maladie. Donc notre but en fait c'était de pouvoir comparer les deux et éventuellement voir quelles mesures avaient été prises dans ces élevages qu'on va appeler des élevages témoins, des élevages qui se sont sortis de la maladie, quelles mesures ils avaient pu prendre en comparaison de celles qui avaient été prises dans les élevages qui ont des problèmes récurrents de maladie.
Notre objectif à l'origine était de réussir à suivre 15 élevages dits témoins. Et donc là, on n'a pas réussi à atteindre cet objectif. On a eu un certain nombre de difficultés, notamment de personnel, pour pouvoir réaliser les enquêtes durant l'étude. Donc on n'a que 8 foyers, enfin que 8 bâtiments témoins pour pouvoir comparer. Alors, dans un premier temps, je vais vous parler un petit peu des élevages que nous avons suivis, qui sont les élevages en situation très problématique vis-à-vis de la maladie. Donc, nous avons suivi 14 élevages de type naisseur-engraisseur, qui étaient répartis dans la plupart des bassins de production français de lapins. On a essayé d'avoir une couverture nationale. Et vous voyez ici que c'était des bâtiments, avant qu'on vienne, qui avaient eu des élevages qui avaient eu beaucoup de cas de VHD, puisque bon, certains n'en avaient eu que 2, entre guillemets, et ils en étaient à leur 3e, mais certains avaient déjà eu jusqu'à 5 foyers de VHD depuis 2016-2017. Donc en fait, on est sur des élevages qui, tous les 1 ou 2 ans, ont un nouvel épisode de VHD. Donc, nous avons suivi ces élevages lors d'un nouvel épisode de VHD. Donc, la maladie s'est toujours manifestée en engraissement, dont 2 élevages qui vaccinaient partiellement contre la VHD. Donc, ce sont des élevages qui avaient pratiqué des injections en engraissement à demi-dose, mais la maladie s'est quand même manifestée, et dans les 2 cas, c'était en fin d'engraissement. Donc, on peut vraiment penser que les lapins, malgré une première injection, n'étaient plus couverts en fait par la vaccination au moment où ils ont déclenché la maladie. Dans les élevages, la maladie se manifeste de façon très variable. Donc, dans 3 élevages, la maladie est apparue aussi sous les lapros sous la mère dès l'âge de 15 jours. Et dans un certain nombre d'élevages, la maladie s'est manifestée beaucoup plus tardivement. On était vraiment en fin d'engraissement. Et dans 3 élevages, on avait aussi les femelles en pré-cheptel ou en production qui étaient atteintes. Donc, du fait que la maladie se manifeste de façon très variable selon les élevages, on a aussi une mortalité qui est très variable en engraissement. Dans certains élevages, on était à peine à 1 ou 2%. Par exemple, dans les élevages sur lesquels en fait la maladie avait été diagnostiquée, mais sur des lapins âgés, quasiment en fin d'engraissement, et le départ à l'abattoir a été anticipé dans ces cas-là. Ou d'autres, en fait, où on avait une manifestation beaucoup plus importante de la maladie, peut-être plus précoce, aussi peut-être des élevages qui ont eu un diagnostic un peu plus tardif. Donc, la maladie a eu le temps de plus se développer dans ces élevages avant qu'on ait des mesures de vaccination d'urgence. Donc, c'est monté jusqu'à 30% de mortalité en engraissement, avec des schémas très variables. Donc, on peut avoir une diffusion explosive ou un très grand nombre, où tout l'engraissement est pris, en fait, ou des localisations beaucoup plus restreintes à quelques cages ou quelques parcs d'engraissement, ou à quelques types de lapro, notamment lapro issus de première ou deuxième portée. C'est une constatation qui a été reportée par plusieurs éleveurs. Alors, je vais vous présenter ici les résultats des prélèvements que nous avons faits sur les femelles dans ces élevages. Il s'agissait donc de femelles en production. Nous avons prélevé des jeunes femelles en première mise bas et des femelles plus âgées. Et nous avons, au moyen des couvillons rectaux, recherché s'il y avait une présence de virus au niveau du rectal chez les femelles. Sachant que toutes nos analyses ne nous permettent pas de dire si le virus ou les traces de virus que l'on détecte correspondent à des virus qui sont réellement infectants. Il n'y a aucune méthode d'analyse à l'heure actuelle qui permette, au moyen de prélèvements comme des écouvillons, de dire si le virus est infectant ou pas. Néanmoins, c'est quand même une bonne indication du risque d'excrétion en fait par les femelles. Donc, dans 10 des 14 élevages que nous avons suivis, il n'y avait pas d'excrétion détectée chez les femelles au niveau rectal. Par contre, dans 4 élevages, on a détecté, au moyen de ces écouvillonnages, la présence en fait de virus potentiellement infectieux. Il s'agissait en fait de femelles aussi bien primipares et multipares.
Et dans 2 élevages, ces femelles présentaient des signes cliniques. Donc, c'était des élevages pour lesquels, en fait, la maladie avait pris aussi sur les femelles. Et dans 2 élevages, il n'y avait pas de signes cliniques sur les femelles. Donc, ça voulait dire qu'a priori, c'était des femelles qui avaient été bien vaccinées, qui avaient rencontré la maladie. Les vaccins ne protègent pas pleinement contre l'infection, ça protège contre les signes cliniques et la mortalité. Donc, il n'est pas forcément, il peut être tout à fait possible de détecter une excrétion chez des animaux qui ont été vaccinés. Et dans ces 4 élevages, vous voyez que le taux de femelles qui excrètent peut être important. Donc, on avait un élevage où la moitié des femelles qu'on avait testées, aussi bien sur des premières portées ou sur des femelles plus âgées, eh bien, au moment du foyer, elles aussi, elles excrétaient. Alors que dans cet élevage, il n'y avait pas de signes cliniques sur les femelles. Nous avons étudié un petit peu plus loin cet élevage. Nous sommes revenus faire des prélèvements 3 semaines après sur des animaux de même âge, hein, enfin sur la même bande de femelles. Et il y avait encore des animaux qui excrétaient. Et c'est seulement 2 mois après qu'on a refait des prélèvements et on a vu qu'il n'y avait plus d'animaux qui étaient excréteurs. Donc, la présence potentielle de lapines qui excrètent du virus ou des particules virales au niveau rectal pose quand même un problème en matière de maîtrise de la maladie, parce qu'on n'en est pas forcément conscient. Hein, un certain nombre de ces femelles ne présentaient aucun signe clinique. Ça montre l'importance de la biosécurité interne à l'élevage entre la maternité et l'engraissement, puisqu'on peut avoir aussi présence de la maladie en maternité, même s'il n'y a pas de signe clinique. Il peut y avoir une exposition des petits au nid par la femelle, donc c'est un facteur de risque qui peut être important. Et puis, bien entendu, quand on décontamine seulement, par exemple, l'engraissement, mais qu'on a toujours en maternité des femelles potentiellement excrétrices, le risque est de, à nouveau, contaminer les zones qui ont été décontaminées. D'où l'importance de la biosécurité entre les différents stades. Alors, vous voyez sur cette diapositive les résultats des prélèvements d'environnement que nous avons pratiqués dans les élevages en situation d'épisode de VHD. Nous avons fait les prélèvements avant décontamination et après décontamination sur différentes zones de l'élevage que vous voyez ici. Avant décontamination, on a retrouvé des traces de virus dans l'environnement. À nouveau, ce n'est pas nécessairement du virus qui peut être infectieux, mais potentiellement, ça peut l'être aussi. On n'a aucun moyen de le savoir. C'est normal d'en trouver avant décontamination, puisqu'on avait des animaux malades dans l'élevage, particulièrement donc au niveau du sol de la salle d'engraissement, par exemple, puisque le sol va être souillé par des crottes, par toutes sortes d'émissions depuis les lapins malades. On en a retrouvé également au niveau des systèmes de ventilation, au niveau du système d'évacuation des effluents. Et bien entendu, on en a fortement retrouvé pour tout ce qui était congélateur à cadavres ou bac d'équarrissage. Après nettoyage et désinfection, dans la plupart des élevages, donc dans 10 élevages sur 14, on n'a pas retrouvé de traces de virus à l'intérieur de l'élevage après décontamination. Donc ça a montré a priori une bonne réalisation de la décontamination. Dans 4 élevages, on a trouvé des traces au niveau du sol d'élevage, au niveau des systèmes de ventilation, mais aussi du sas sanitaire. C'était des élevages qui étaient dans des situations un petit peu plus complexes, notamment qui n'avaient pas réalisé un vide complet en engraissement. Donc, on était sur des élevages qui, par exemple, avaient du lapin lourd, qui partait en plusieurs enlèvements pour des circuits courts, et dans lequel cas, en fait, on a eu une décontamination de la principale salle d'engraissement, mais il y avait toujours juste à côté des lapins issus de la bande malade qui étaient en production, et donc là, on n'avait pas eu un vide complet de l'élevage, et ça s'est vu au niveau de la qualité de la décontamination. On a retrouvé notamment au niveau du sas sanitaire qui était partagé entre les 2 zones. Donc, l'importance, en fait, d'avoir
une période de décontamination et un vide sanitaire le plus rationnel possible, en ayant au maximum la possibilité de traiter toutes les parties du bâtiment. Là où on a retrouvé le plus de traces de virus après décontamination, et ce dans beaucoup d'élevages, c'était surtout ce qui avait été congélateur à cadavres et bacs d'équarrissage. Donc, qui n'ont pas forcément été nettoyés et décontaminés suffisamment. Ce résultat ne nous a pas du tout étonnés. On avait déjà réalisé ce type de prélèvement et vu dans d'anciens élevages foyers on pouvait retrouver des traces de VHD sur le bac d'équarrissage, même 6 mois après la fin du foyer de VHD dans l'élevage. C'est quand même un point qui est potentiellement problématique, donc particulièrement sur les congélateurs, parce que dans certains cas, c'était des congélateurs à cadavres qui étaient situés à l'intérieur de l'élevage, souvent après le sas sanitaire, là, dans la zone d'élevage dans lequel on a le bureau, etc., on a aussi le congélateur. Et dans ce cas-là, en fait, on a pu retrouver sur le congélateur, après la décontamination de l'élevage, des traces de VHD. D'où la nécessité de bien traiter également tout ce qui est congélateur et bac d'équarrissage. Donc, maintenant, je vais vous parler un petit peu plus des éventuelles différences que l'on peut observer entre ces élevages qui ont des problèmes récurrents de VHD et ceux qui s'en sont, entre guillemets, sortis. Donc, on a eu, hélas, que 8 élevages qu'on va considérer comme des élevages témoins qui ont réussi à maîtriser la maladie. On a essayé de prendre à peu près dans les mêmes régions que nos élevages cas, mais bien entendu, en fait, ce sont des élevages qui ont un historique moins chargé en matière de VHD. Généralement, ils n'avaient eu qu'un seul foyer, sans lendemain. Dans quelques cas, ils avaient eu plusieurs foyers, mais depuis plusieurs années, ils n'avaient plus de manifestation de la maladie. Donc, entre les élevages en récurrence et les élevages témoins, nous avons comparé les différentes pratiques, notamment en termes de gestion d'élevage, en termes de vaccination, et hélas, nous n'avons pas réussi à trouver de différences statistiques sur les différents paramètres que nous avons pu relever. Certainement parce qu'on n'avait pas assez de témoins pour avoir un échantillon avec un volume suffisamment important de données. Mais ça ne nous a pas empêché de réaliser une analyse qualitative des enquêtes. C'est ce que je vais vous présenter. Et notamment, on a réalisé une analyse précise des mesures de prévention qui avaient été mises en place dans ces différents élevages après les foyers de VHD. Et c'est ce que je vais vous présenter. Donc déjà, quand il y a un foyer de VHD, il y a dans tous les élevages que nous avons interrogés, aussi bien les élevages en situation problématique que les élevages témoins, tout le monde en fait a réalisé une décontamination renforcée après les foyers de VHD. Et également, la plupart des éleveurs avaient réalisé également une vaccination d'urgence en engraissement, sauf ceux qui étaient vraiment sur lesquels en fait la maladie avait pris les lapins d'engraissement en toute fin de production, juste avant l'enlèvement. Là, des fois, on n'a pas de vaccination d'urgence sur la bande touchée. Par contre, on a vaccination généralement sur 1 à 2 bandes après la bande touchée. Donc là, on va dire que les mesures d'urgence sont similaires dans tous les cas. Par contre, nous, ce qui nous a vraiment intéressé, c'était au-delà de ces mesures d'urgence, qu'est-ce qui est mis en place à plus long terme dans les élevages. Il faut préciser ici que des mesures à long terme sont souvent envisagées seulement après au moins 2 foyers. Par exemple, la moitié des élevages dits témoins qu'on a interrogés, qui avaient eu très peu de manifestations de la VHD, nous ont dit nous, on n'a rien fait à part les mesures d'urgence, et puis il n'y a pas eu récidive, il n'y a pas eu retour de la maladie. Donc, je vais vous présenter ici les résultats dans les élevages qui ont fait quelque chose pour prévenir à long terme la VHD, qui ont changé des pratiques ou mis en place de nouvelles pratiques. Majoritairement, ce sont des élevages qui ont un lourd passif en VHD, et quelques élevages qui ont un passif moins important et qui se sont sortis de la maladie. Donc, les premières mesures auxquelles
que nous ont signalé les éleveurs, c'était de revoir tout ce qui était vaccination, schéma vaccinal des femelles. Donc, c'est dans 8 des 22 élevages que nous avons interrogés, les éleveurs ont revu avec les vétérinaires la façon de vacciner, notamment l'avancement de l'âge du rappel pour le pré-cheptel, de façon à ce que les femelles soient bien protégées par une deuxième injection qui a lieu avant la première insémination artificielle ou juste après. On a eu également des augmentations de fréquence de rappel de vaccination en engraissement et dans quelques cas des changements de vaccin. Vous voyez ici dans la dernière colonne ce que j'ai appelé la récurrence, c'est-à-dire est-ce que suite à la mise en place de ces mesures dans les élevages, est-ce qu'il y a eu ou pas retour de la maladie? Donc, vous voyez ici, on avait 3 éleveurs qui avaient rapproché la fréquence de rappel. Et au final, il n'y a que dans un élevage où il y a eu récurrence. Donc, dans 2 élevages, entre guillemets, on s'en est sorti. Donc, c'est par l'augmentation de la fréquence de rappel que certains éleveurs ont réussi à ne pas avoir de retour de la maladie. Concernant la biosécurité externe, des mesures ont été prises dans 7 des 22 élevages suivis, particulièrement au niveau de l'aménagement du sas sanitaire à l'entrée, mais également des mesures sur tout ce qui va être clôture du site d'élevage, et également dans un élevage une réflexion sur la circulation, le circuit de circulation des véhicules pour qu'ils ne passent plus à proximité du bâtiment. Et dans un élevage, ça correspondait à une formation à la biosécurité. Donc, à nouveau, on va dire que les résultats sont très mitigés, mais je retiens quand même que dans 2 élevages qui ont pratiqué un renforcement, voire une mise en place de clôture, on n'a pas eu de récidive. Concernant la biosécurité interne, c'est-à-dire les mesures de biosécurité qu'on peut prendre, mais en séparation en fait entre les différents stades stades physiologiques des animaux, maternité et engraissement. 5 des 22 éleveurs interrogés ont travaillé sur cet aspect-là. 4 ont mis en place justement des barrières sanitaires, notamment entre bâtiments ou entre stades. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que dans 2 de ces élevages, il n'y a pas eu de récidive. Et un élevage a procédé un petit peu différemment, c'est-à-dire que comme ils étaient 2 à s'occuper de l'élevage de lapins, ils ont choisi en fait de se spécialiser chacun bâtiment par bâtiment et de ne jamais échanger pour éviter éventuellement le retour de passer de la maladie d'une zone à l'autre. Alors dans ce cas-là, ça n'a pas été très fructueux, mais il faut dire aussi que la séparation n'était pas réellement effective. Hein. C'est une mesure qui est assez dure à tenir dans le temps. Alors, concernant l'organisation de la production, il y a certains éleveurs qui ont eu aussi une réflexion à ce niveau. Donc, 6 éleveurs nous en ont parlé. Certains ont été jusqu'à faire des vides sanitaires ou des sauts de bande, mais c'était des cas qui étaient très problématiques et la maladie s'est à nouveau manifestée dans ces élevages. Il y a 2 éleveurs qui nous ont parlé en fait d'une modification de la façon de produire, notamment en arrêtant les productions de lapins lourds ou d'engraissement de femelles de réforme engraissées vendues pour des circuits spécifiques. Ces 2 éleveurs nous ont parlé en fait de la difficulté à gérer le fait de garder quelques lapins plus longtemps plus longtemps en engraissement, alors que la majorité de la bande est partie, qu'on doit sevrer. On a ces lapins un petit peu entre 2 zones. Donc 2 éleveurs nous ont dit qu'ils avaient arrêté ce type de pratique et dans un élevage, il n'y a pas eu de retour de VH2. Et donc dans deux cas, les éleveurs nous ont dit moi j'ai changé de bâtiment, un cas parce que c'était prévu de toute façon et un cas parce que le bâtiment a été sinistré. Et dans un cas, la maladie ne s'est plus manifestée. Mais ça, c'est vraiment fortuit, hein. C'était pas lié vraiment à la VHD en elle-même, mais bon, ça peut potentiellement avoir un impact sur l'historique de la maladie dans les élevages. Enfin, le dernier point, c'est le renforcement de la décontamination de routine, qui a été cité par 10 éleveurs. Je parle là pas de
de la décontamination juste après les foyers, mais tout ce qu'on peut mettre en place à long terme pour améliorer la décontamination. Et dans beaucoup d'élevages, c'est passé par le chaulage du sol, par exemple du sol de la salle d'élevage après décontamination, ou de la fosse, mais aussi des abords. Et donc ça a été mis en place assez fréquemment dans les élevages. Et dans 2 cas sur 7, dans 2 élevages témoins, eh bien, la maladie n'est pas revenue. Donc c'est quand même assez intéressant. Et le dernier point que je souhaitais aborder avec vous, c'était la pratique qui consiste à pulvériser un désinfectant ou un produit assainissant en cours d'élevage. C'est quelque chose qui nous a été rapporté par 5 éleveurs, que nous ne demandions pas explicitement dans le questionnaire sous forme d'une question, donc il est possible que ça soit pratiqué dans d'autres élevages, mais on n'a pas l'information. Ça consiste au fait que les éleveurs, dès qu'ils ont un doute sur l'état sanitaire du cheptel, que ce soit un doute de VHD ou dans certains cas d'autres maladies, réalisent des pulvérisations en cours d'élevage. Et donc, c'est quelque chose qui était présent dans 5 élevages et dans un élevage témoin et dans 4 élevages en situation de récidive, mais qui était très mis en avant. En fait, c'était aussi une mesure d'urgence pour certains éleveurs en cas de manifestation de la VHD. Le dernier point de ma présentation va plus être en rapport avec la qualité de la vaccination des femelles, puisque nous avons fait des prises de sang sur les animaux pour réaliser des sérologies. On a fait ça aussi bien dans les élevages en situation de récurrence que dans les élevages témoins. Donc, quand c'est vert, ça veut dire qu'on a détecté la présence d'anticorps. Dans les élevages témoins, c'était des anticorps qui étaient forcément liés à la vaccination parce qu'il n'y avait pas de maladie circulante. Dans les élevages en situation de récurrence de la maladie, potentiellement, ça pouvait être aussi lié au passage viral. Donc, ces analyses les résultats nous ont un petit peu étonnés parce que dans 5 élevages, sur les 20 qu'on a testés, on a eu des animaux, et exclusivement des femelles primipare en première mise bas qui ne présentaient pas d'anticorps détectables dans le sang ou pour lesquels en fait j'ai marqué analyse non concluante, c'est-à-dire que la sérologie était dans un espace, enfin le résultat était dit douteux, c'est-à-dire que potentiellement il y avait présence d'anticorps mais à un niveau très faible. Donc ce résultat est assez étonnant dans la mesure où la plupart de ces élevages vaccinaient les femelles en pré-cheptel. Donc il y en avait un, il ne les vaccinait pas, donc à la rigueur qu'on n'en trouve pas, qu'on trouve pas chez certains animaux d'anticorps, c'était assez logique. Un ne faisait qu'une seule injection avant la mise bas, et les femelles qu'on avait prélevées n'avaient pas eu de rappel. Donc ça peut aussi expliquer le fait qu'on ne trouvait pas d'anticorps chez certains animaux. Mais dans les 3 autres élevages, eh bien, les femelles primipares que nous avons prélevées avaient eu 2 doses de vaccination. Donc ces résultats hétérogènes dans certains élevages, aussi bien en situation de récurrence que témoins, sur la présence d'anticorps chez les jeunes femelles, posent vraiment la qualité de la vaccination du pré-cheptel. Et on revient donc à tout ce qui a été discuté auparavant, c'est à la fois le schéma vaccinal qui est appliqué dans l'élevage, donc notamment par exemple avec une seconde injection très tardive après la première mise bas, ou également le respect des bonnes pratiques de vaccination qui assurent que quand on injecte l'animal, eh bien, on injecte vraiment quelque chose qui soit actif. Donc en conclusion de tous ces éléments que je vous ai présentés, eh bien, comme Amélie, on conclut un peu qu'il n'y a pas un profil type d'élevage qui sont en situation de récurrence très régulière de la maladie. Notre conclusion, c'est qu'il existe certainement des différences de risque d'exposition environnementale au virus. Certains éleveurs nous ont bien parlé de la forte présence de lapins et de lièvres à proximité directe de l'élevage.
On note aussi que certains élevages dits témoins avaient eu une fois la maladie quand c'était la période de pic très très élevé de circulation du virus dans l'environnement. Ils n'ont rien fait et après la maladie n'est jamais revenue. Donc on a vraiment quand même la question de la pression environnementale du virus qui pourrait être plus forte sur certains élevages. Et donc, l'importance, vraiment, on peut vraiment insister sur tout ce qui est biosécurité externe, c'est-à-dire tout ce qui va empêcher la maladie de pouvoir entrer dans l'élevage. Et moi, j'ai quand même retenu les clôtures d'élevage. Quand on a une pression de lapin de Garenne très importante autour, les virus circulent. Ghislaine vous l'a très bien démontré que ce sont les mêmes qu'on trouve chez les lapins et les lièvres sauvages qu'en élevage. Et la question va vraiment se poser de réussir à protéger au maximum les sites très vulnérables. On a également vu l'importance de la biosécurité interne entre les différents stades de production, parce que dans les foyers, même si les femelles ne présentent pas de clinique, il peut y avoir une excrétion sans symptômes. Donc c'est quelque chose qu'il faut garder en tête pour éviter, on va dire, d'en mettre partout dans les élevages. Et aussi la complexité des sites qui ont plusieurs productions, des productions spécifiques ou des organisations avec des enlèvements multiples. Donc le fait d'avoir des lapins qui restent plus longtemps que d'autres, qui font qu'on ne peut pas vraiment décontaminer aussi bien ou tout ce qu'on voudrait, ou on est obligé de le faire en plusieurs fois, c'est un risque vis-à-vis de la qualité de la décontamination. Attention donc en général à la qualité de la décontamination dans les foyers, bien traiter toutes les zones d'élevage et donc une grosse vigilance sur tout ce qui est congélateur et bac d'équarrissage. Et enfin, un dernier enseignement qui, j'espère que j'ai pu vous le démontrer, concerne tout le monde, qu'on ait ou pas un historique chargé de VHD, c'est la qualité de la vaccination du précheptel. Il y a des enjeux dans certains élevages et le seul moyen de savoir si on fait bien ou pas, c'est utiliser l'outil de sérologie pour faire un bilan. Bien entendu, on ne dit pas que de le faire à chaque fois, mais ça peut être le moment de faire un bon audit avec son vétérinaire sur on vaccine, on voit ce qui marche. Si ça marche, ben, tant mieux. Hein, et si ça ne marche pas, essayer de comprendre pourquoi. On a dans certains cas des jeunes femelles qui rentrent en production avec l'absence d'anticorps, ce qui est un enjeu quand même, hein, parce qu'on sait bien que il y a aussi la possibilité de transmission d'une immunité maternelle de la femelle vers son petit quand elles ont un haut niveau d'anticorps atteint par la vaccination. C'est possible. Donc, c'est vraiment un enjeu. Et l'utilisation de la sérologie, qui est maintenant disponible dans plusieurs laboratoires en France, est un bon moyen de pilotage, aussi bien de la vaccination. Et je pense que ça serait très intéressant que ça puisse être développé pour aider les éleveurs. Voilà, je vous remercie et je rappelle en fait que l'étude sur Brécy a été financée dans le cadre du CASDAR, donc France Agrimaire et Ministère de l'Agriculture. Et merci à tous les éleveurs, les vétérinaires et les groupements de production qui nous ont, et les laboratoires aussi, qui nous ont aidés tout au long de cette étude. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci Adeline. Alors dans les questions, il y avait une question pour toi sur du coup tu as présenté que certaines primipares qui n'avaient pas certains élevages où les primipares avaient des déficits en anticorps. Est-ce que c'était 2 doses, les élevages qui avaient bien vacciné ces primipares et qui avaient fait 2 doses, est-ce que tu sais si c'était des doses selon les données de l'AMM ou est-ce que c'était des demi-doses qui étaient faites pour les primipares? Oui, alors nous, dans le cadre de l'étude, on n'a pas rencontré la pratique des demi-doses sur les femelles. En engraissement, oui, surtout par exemple en engraissement, vaccination d'urgence, ça se pratique. Nous, dans les élevages qu'on a interrogés, personne ne pratiquait de demi-dose sur les lapines. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres... ça, j'ai vu passer une autre question. Combien de temps l'élapro est protégé après une vaccination à 35 jours? Alors ça, je ne sais pas si tu as l'info. Alors, je vais botter en touche auprès de... Je sais pas si... auprès des spécialistes.
Je sais pas si Hélène, tu as l'info, toi? Alors, ça dépend du vaccin utilisé. La durée d'immunité est indiquée dans les RCP de chaque vaccin. Souvent, c'est entre 6 mois et 6 et 12 mois, quoi. Mais pour une injection ou 2 injections? Bah, le Lapro en engraissement ou en Oui, je général, crois que c'est. c'est ouais, c'était pour Donc, en parce que engraissement, on fait qu'une seule injection. oui, voilà, ouais. Mm. Donc, après une seule injection, dans les protocoles vaccinaux, voilà, c'est en fonction du vaccin utilisé. Donc, entre 6 mois, non. Sur Après, les plus vous AMM? ferez de rappels, plus le taux en anticorps sera élevé et la décroissance sera plus lente. Donc, effectivement, vous augmentez votre durée de protection. Mais il y a aussi le problème de l'interaction avec les anticorps d'origine maternelle, quoi. Il faut que l'injection soit faite. La problématique, c'est que quand vous avez des lapros issus de femelles hyper immunisées, ils partent avec des anticorps maternels au départ très élevés, et donc ils ont une décroissance plus lente. Et si vous vaccinez un peu trop tôt, quand ils ont encore ces anticorps maternels, bah forcément vous avez une interaction, et donc la prise vaccinale se fait moins bien chez ces animaux-là. Y a-t-il des études prévues sur ce sujet, sur le sujet de l'hyperimmunisation des femelles, ou sur le sujet de la protection des lapros? Chantal, tu peux peut-être ouvrir ton micro pour poser directement ta question. Ouais, bonjour. Non, ben justement, Bonjour. sur l'hyperimmunisation des femelles. Oui. Alors nous on a fait des études sur nos vaccins, hein, où on a démontré que notamment sur notre dernier vaccin, on a un affranchissement des anticorps maternels, et on a un rôle aussi, mais bon, pour le moment, le vaccin étant d'une souche différente, on peut effectivement se dire que c'est lié au fait que il n'y a pas encore comment dire, d'interaction. Après, on fait régulièrement, nous, des essais en station expérimentale pour vérifier cette prise vaccinale en présence d'anticorps maternels. Et ça, je dirais, c'est à chaque laboratoire de surveiller ces vaccins, quoi. De surveiller ça. Mais une étude à grande échelle en France, je sais pas. Nous, on en fait à notre niveau dans notre station expérimentale en Espagne, mais à grande échelle sur le terrain, j'ai pas, non. Pour l'instant, non, et on espère peut-être dans les prochains projets. Les seules Oui. études qui sont disponibles sont des études qui avaient été réalisées à l'époque par Bernadette Lenormand, et je pense que certains vétérinaires aussi ont initié certaines études en leur propre, pour pouvoir justement mieux conseiller les éleveurs sur cette vaccination. Mais nous, au niveau ANSES, par exemple, on n'a pas de projet directement là-dessus. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions du coup sur les présentations? Moi, j'en avais peut-être une pour Adeline. Tu nous as parlé du SAS sanitaire, certains élevages où ça avait bien fonctionné de restructurer le SAS sanitaire. Est-ce que sur les pratiques notamment, il y a des pratiques d'utilisation du SAS que vous avez pu voir et qui sont quand même importantes pour éviter les récurrences? Alors, la difficulté quand on vient qu'1 ou 2 fois sur un élevage, c'est d'être dans la capacité de voir l'observance dans le temps de ce SAS sanitaire. C'est toujours difficile. Après, rien ne vaut l'expérience non plus, c'est que nous, on passe le SAS sanitaire, donc déjà on voit si le SAS est déjà fonctionnel.
Et bon, ben, dans certains cas, quand même, encore, on a été dans la situation où on n'a pas pu se laver les mains, par exemple. Donc, c'est quand même problématique. Et je dirais que les enseignements qu'on peut tirer, c'est que il faut un sas qui soit suffisamment grand, aménagé pour pouvoir bien le respecter. Et ce qu'on voit beaucoup, c'est les sas qui servent aussi au rangement ou au stockage. Et ça peut vraiment être problématique parce qu'on ne va pas notamment bien les intégrer dans la décontamination. On a vu que quand on a un foyer de VHD, on en trouve dans le sas des traces de virus. Et c'est vrai que plus le sas va être encombré, difficile à passer, moins on va le respecter et moins on va bien le décontaminer. Donc c'est peut-être dans beaucoup d'élevages, tout y est, mais peut-être encore faudrait augmenter la praticité. Et dans tous les élevages, pouvoir se laver les mains, c'est cool aussi. On a une question dans le chat par rapport aux signes cliniques ou aux motifs de consultation qui ont été qui ont permis de détecter bien les. Alors, la mortalité, c'est le premier truc qui ressort, bien entendu. Mortalité en engraissement. Les éleveurs connaissent, les éleveurs qui ont été confrontés à la VHD connaissent bien les signes. Donc, on n'était pas nécessairement sur des tableaux cliniques complets tels qu'on en entend parler dans les manuels. Par contre, les éleveurs qui sont habituellement confrontés repèrent très, très vite. On a parlé notamment de liseré jaune au niveau nasal, ou de morts dans certaines positions qui sont très étirées et qui disent: «Bah non, nous on voit un mort comme ça, on sait tout de suite ce que c'est et on appelle le véto». Donc il y a qu'une seule fois où un éleveur m'a dit que ça avait été fortuit pour lui. Il avait appelé et ils ont fait un diagnostic, par acquis de conscience, ils ont fait aussi la VHD et en fait, c'était de la VHD et lui, ils n'avaient pas tout de suite pensé à ça. C'était le seul cas. Mais après, n'étant pas vétérinaire, je suis désolée, je ne vais pas être super au point pour pouvoir vous parler de ça, mais voilà ce qui est ressorti et ce qui est ressorti le plus. J'ai pas l'impression que le diagnostic soit toujours très, très problématique. Mais peut-être que je me trompe, peut-être que ceux qui sont sur le terrain me diraient le contraire, mais la sensation que j'ai, c'est que très rapidement, en fait, on sait ce que c'est. Mais peut-être que je me trompe. Peut-être une question là-dessus, c'est par rapport aux généticiens, est-ce qu'on peut avoir des souches qui circulent sans qu'on dans l'élevage en fait, qui soient présentes dans l'élevage sans qu'on voit vraiment de signes cliniques ou finalement on aura toujours un peu de mortalité parce qu'on sait qu'il y a des animaux qui n'ont pas de protection, donc qui vont faire révéler en fait la présence du virus, quoi qu'il en soit. Je sais pas si. Ouais, mais je peux peut-être répondre. C'est vrai que le virus de la VHD, compte tenu de son degré de virulence et de sa résistance, c'est vrai que et puis quand même la protection vaccinale qui est efficace, il ne peut pas circuler à bas bruit. Il y aura toujours. C'est pour ça que les femelles sans anticorps ou pas assez d'anticorps peuvent le révéler. Mais il est vraiment très, très infectieux. Donc, si ça démarre dans un coin de l'élevage, ça part tout de suite, quoi. Et puis, c'est très rapide, hein. C'est quand même 48 à 96 heures, hein, la mortalité, une fois que l'animal a été infecté. Donc, voilà. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions dans l'assistance ou des remarques ou. Plus de questions. On va tous vous remercier d'avoir suivi ce webinaire. J'espère qu'il vous a appris plein de choses.
On va, comme vous le savez, il était enregistré, donc on vous passera, vous aurez la possibilité d'avoir l'enregistrement pour ceux qui n'ont pas pu suivre l'intégralité. Et vous aurez très prochainement un questionnaire de satisfaction pour avoir le droit de récupérer les PowerPoint. Je vous remercie à tous et bonne journée.